Elle n'est pas numérique tantôt. J'essaie de me faire sécher les dessous de bras tantôt, mais bon. Donc, on vous convie maintenant à une discussion sur 2 questions touchant des enjeux en éducation. Donc, je vous explique le déroulement. Alors, pour alimenter les échanges, nous avons demandé à 2 personnes de venir s'exprimer sur la question. Et là, je vous avise tout de suite, ils ont fait exprès pour polariser leur position, pour-contre. Donc, vous ne lancez pas des roches. Et le GRIP n'est pas responsable des propos qui seront tenus ici. Alors, je vous les présente tout de suite. Il s'agit de M. Guillaume Paré, enseignant au Collège des Compagnons de la Commission scolaire des découvreurs. Il a bien daigné traverser le fleuve. Et M. Marc-André Smith, qui est directeur adjoint du CEPER et ici même à Leslie. Voilà, ça sera notre Alors, chaque débatteur aura 5 minutes pour présenter leur opinion. Phonée un petit peu quand même. Ensuite, j'irai voir le panel d'intervenants pour qu'ils puissent donner leur avis, lancer des idées ou bien poser une question à un ou l'autre de nos invités. Alors, qui sont-ils, ces belles et braves personnes? Alors, ici même, nous avons Raphaël Simard, qui est une élève de 4e année de l'École de l'Étoile. Philippe Bédard-Dumais, élève de 1re secondaire au programme PAS à l'école Pointe-Lévis. Oh, on a une femme club dans la salle, c'est bien. Maude Levasseur, élève de 5e secondaire au programme Déclic à Leslie. Derrière des adultes consentants et vaccinés, nous avons Sébastien Bourgault, enseignant à l'école primaire Saint-Louis-de-France. Nous avons aussi Caroline Boilard, qui est maman d'un enfant qui fréquente l'école de la Ruche. Chantal Maheu, enseignante de l'école secondaire L'Horizon, programme Déclic. Et David Pelletier, directeur de l'école primaire Notre-Dame. Maintenant, les gens de la salle, vous aurez aussi la chance de participer à ce débat. Et vous allez... Alors, vous aurez aussi la chance de participer par le biais, en fait, de votre appareil électronique. Alors, en effet, avant et après chaque question, on vous demandera de voter. Alors, on vous explique un petit peu comment les faire. Maintenant, dès maintenant, ouvrez votre appareil et allez sur le site menti.com. Ouvrez le navigateur. Alors, Google Chrome ou Safari. Et vous tapez tout simplement dans le bandeau menti, menti.com. Et vous allez rentrer le code qui est écrit à l'écran. Vous l'avez aussi, menti.com, sur chaque côté, si jamais vous ne voyez pas bien à l'écran en avant, vous avez l'adresse de chaque côté. Et le code 26 15 56. J'ai l'impression de donner des numéros de loto. Alors, 26 15 56, vous ne gagnez rien. Le réseau... Oh, ça l'autre, c'est là, semble-t-il. Écoutez, je vais chanter une chanson. Est-ce que ça va? OK. Alors, la question est la suivante. Utilisez-vous les réseaux sociaux dans le cadre de votre enseignement? Donc, c'est une de notre premier sujet, utiliser les réseaux sociaux en classe. Donc, vous votez maintenant. Oui, non? Alors, allez-y. Il y a une personne qui a voté pour le moment. On s'attend à plus que ça.
vous me dites ça va mieux. Ou si vous vous déconnectez et vous retournez sur votre 3G. On est rendu actualité. Ah, toutes ces lettres. Moi, j'aime bien IGA. Pour vous? Bon, on continue puisqu'on faut enchaîner. Alors, malheureusement, on n'aura pas la vie, à moins qu'on fasse comme à l'ancienne et que, tout simplement, on lève la main. Donc, c'est correct. On y va. Alors, vous voterez... Ah, c'est ça. On m'explique, parce que j'ai des souffleurs dans la salle, que vous pouvez continuer à voter pendant le débat, tout simplement. Alors, on prendra vos résultats par la suite. Alors, en passant, j'aimerais ça, si c'était possible, que vous restiez sur la page menti.com parce qu'on aura à voter à plusieurs reprises durant le débat. Alors, je demanderai maintenant à M. Guillaume Paré de bien vouloir commencer. Vous avez 5 minutes. Oui, vous êtes supposé avoir un micro. Merci. J'aurais pu le faire pas de micro, mais probablement que j'aurais pas fini pour le deuxième débat. Donc, pour ou contre l'utilisation des médias sociaux à l'école? Vous voulez rire, hein? Utiliser les médias sociaux dans l'école. Au souper chez nous, je suis obligé d'interdire les enfants d'avoir le téléphone à table pour qu'on puisse se parler au moins 10 minutes durant la journée. Et vous voulez produire ça dans vos écoles? Vous voulez que les élèves qui ont déjà de la misère à se concentrer durant la période aient une fenêtre pop-up qui sonne à toutes les 4 secondes sur leur téléphone ou sur leur iPad ou sur l'ordinateur? Puis vous pensez vraiment qu'ils vont bien apprendre avec ça? Je me sers juste de Facebook, puis je regarde Facebook. Facebook lui-même ne croit pas à l'utilisation de Facebook en éducation. C'est interdit pour les jeunes. S'ils n'ont pas un âge minimum, ils n'ont même pas le droit d'ouvrir le compte. Et là, en tant qu'enseignant, je vais forcer les élèves à ouvrir un compte. En plus de tout ça, je vais créer un compte que les élèves viennent me déranger dans ma vie privée le soir à la maison, qui regardent ce que moi je fais sur Facebook. Là, vous allez dire, ben, c'est facile, t'as rien qu'à t'ouvrir un compte à l'extérieur de ça. Mais moi, je vais voir ce qu'eux autres font, ce qui est encore pire, selon moi. Je suis pas intéressé à savoir c'est quoi qui s'est passé au party le vendredi. On l'apprend déjà bien trop le lundi. Si je parle de ce qui se passe à mon école, les TES, la journée qu'ils détestent le plus à l'école, c'est le lundi matin. Parce qu'ils doivent régler les cas d'intimidation faits sur les médias sociaux durant la fin de semaine. Et une des premières choses qu'on va leur dire à ces élèves-là qui se font intimider, vont dire, ben, regarde comment tu utilises le média social, puis peut-être désabonne-toi. Mais en classe, garde-le. Ça, c'est important. Parce qu'avec ton enseignant, il faut que tu l'utilises. Même si les autres vont peut-être voir tes travaux, voir les questions que tu poses, puis voir à quel point, ben, finalement, tu es donc bien nul. Tu as mis une question poche de même. Je vais me servir de ça pour t'intimider encore plus. Donc, est-ce qu'on veut vraiment s'en aller là avec nos médias sociaux? Tantôt, dans une des présentations, on disait, ben oui, les élèves, ils sont sur les médias sociaux. Ils s'envoient 83 textos par jour. C'est 83 idées dans une journée complète. J'espère qu'ils font plus que ça. Quand j'ai commencé à enseigner, j'avais la responsabilité de surveiller le laboratoire d'Internet. Et les élèves, ils étaient assis à 2 ordinateurs un à côté de l'autre et ils chattaient ensemble. C'est ça qu'on veut faire en éducation avec nos élèves. On veut les initiations, les encourager à utiliser tout ça. En plus de tout ce qu'on ne réussira pas à contrôler avec tous les médias sociaux. Facebook, il ne faut pas se le cacher, et il va viser à un moment donné l'éducation, le système d'éducation, et voit que c'est une belle source de profit à les faire, parce qu'il va gérer les bandes annonces, il va gérer ce que l'élève voit, il va gérer pour lui proposer ce que lui il pense qu'il devrait apprendre. Et nous autres, on veut utiliser ça dans notre enseignement. On veut utiliser ça pour nos élèves. J'ai un programme où est-ce que tous les élèves ils ont un ordinateur portable en classe. Et nous autres, on l'a arrêté. On l'a interdit, Facebook. On a interdit les médias sociaux. Une seule et unique raison, même si on avait fait de la formation pour inciter les jeunes à bien l'utiliser, le temps qu'on devait passer à punir les élèves qui ne le faisaient pas,
était rendu trop important dans notre journée. On passait trop de temps à essayer de forcer à plus l'utiliser, qu'on n'avait plus le temps d'enseigner puis de gérer nos élèves, qui souvent sont les mêmes. Les élèves qui ont de la difficulté en classe, ben, ils ont de la difficulté à se gérer eux-mêmes, ils ont de la difficulté à gérer leurs médias sociaux. Et là, il fallait qu'on passe énormément de temps sur ces élèves-là, uniquement parce qu'on voulait utiliser ces médias sociaux-là en classe. On l'a coupé tout simplement. On n'a plus besoin. Je me rappelle, il y a des profs qui sortaient même dehors pour regarder par la fenêtre pour voir en arrière de la classe ce que les élèves étaient en train de faire, pour pouvoir leur dire, ben, regarde, il y en a 8 qui sont en train d'être sur Facebook. Donc, je pense pas que l'utilisation des médias sociaux est vraiment bien pour le développement de la compétence de nos élèves, puis principalement les liens au secondaire. Merci. Merci, Guillaume. Maintenant, Marc-André Smith. Merci beaucoup, Guillaume, tu m'alimentes beaucoup dans ma réplique, puisque je suis pauvre. Bonjour. On voudrait juste vous signaler ici qu'on est rendu à 242 personnes qui ont voté et la tendance se maintient. On est à 62% non réseaux sociaux en classe avant débat. Donc, ça n'influencera pas mon point de vue. Et j'avais quand même persisté et signé à dire que c'est important d'intégrer les réseaux sociaux dans notre pratique pédagogique, même à titre de directeur d'école et à titre d'enseignant au deuxième cycle du secondaire, puisque c'est là que j'ai enseigné avant d'être directeur. Et c'est vrai que ça prend 14 ans pour être sur Facebook. C'est un bon argument. Donc, à ce moment-là, avant d'introduire des plateformes comme Facebook au primaire, je pense qu'il faut quand même être intéressé par cette question-là. Pourquoi? Il faut être à la page. C'est un enjeu de société. Donc, moi, je crois que dans notre mission qu'on a dans notre système d'éducation, il y a un petit mot qui est bien important, qui est instruire. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse instruire, qu'on puisse éduquer au lieu d'interdire. Parce que si on rend Facebook, on l'interdit dans nos écoles, qu'est-ce qui va se passer? On va se raffiner. Donc, tantôt, on l'a vu, Internet est planté. Vous avez utilisé votre accès de service avec votre fournisseur de réseau cellulaire. Et croyez-moi, au secondaire, il y a beaucoup de jeunes qui ont un appareil mobile dans leur poche et qui vont contourner les certificats de sécurité qu'on mettrait en place. Donc, si on bloque Facebook, est-ce qu'il faut bloquer Snapchat? Est-ce qu'il faut bloquer l'autre et l'autre qui va naître des cendres de l'autre? Donc, il faut faire attention justement à l'adolescence quand vient le temps de créer son identité. Donc, ce sentiment-là d'interdire, on va justement peut-être nourrir. Alors, je vous demande de porter une attention particulière et même d'être présent sur Facebook, les réseaux sociaux. Oui, c'est une bonne source de dénonciation. Oui, c'est vrai que nos éducateurs spécialisés, même les directions, les enseignants vont être sollicités au travers de cet outil-là, mais autrement, peut-être que le jeune se renfermerait sur lui-même, ne le dénoncerait pas et serait pris avec toutes sortes de mauvaises pensées. Les jeunes vont publier n'importe quoi sur Facebook. Donc, il faut faire voir à l'élève qui peut démontrer son savoir-faire au travers des réseaux sociaux. Donc, avoir plus de sérieux, parce qu'on le sait, il y a une genre de permanence de ce qui va être déposé sur les réseaux sociaux. Donc, il y a un effet sur leur vie en société plus tard. Donc, ça sera diffusé en fonction du contexte. Il y a de plus en plus de services de ressources humaines qui vont aller vérifier la page Facebook d'un employé avant de l'engager, puis voir qu'est-ce qui a été publié en termes justement de photos et de propos. Donc, ça a un effet, il y a un effet direct sur les compétences d'enseignement du 21e siècle. Donc, moi, je crois aussi que les réseaux sociaux vont augmenter la créativité de nos élèves et des jeunes adultes. Et là, la grande question, doit-on être ami Facebook avec nos élèves? Moi, je pense qu'il y a des liens qui peuvent être faits en dehors de la classe, mais ça dépend du contexte.
Si vous avez eu la chance d'aller enseigner en dehors de votre région, personnellement, j'ai enseigné 2 ans au Nunavik dans une communauté inuit et je suis ami Facebook avec d'anciens élèves à qui j'ai enseigné dans le nord du Québec. J'accepte leurs invitations, mais je ne les invite pas. Donc, il y a un niveau aussi de sécurité que je peux mettre dans ma page Facebook pour éviter qu'ils consultent du contenu qui ne serait pas à propos pour eux, qui représente ma vie à moi. Donc, ça aussi, c'est important. Donc, je reviens à mon idée de départ qui est d'éduquer au lieu d'interdire. Et voilà, c'était mon 5 minutes d'argument. Merci beaucoup à nos 2 invités. Maintenant, qu'en dit notre panel? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aimerait partager son opinion? Monsieur Bougo? Dans le fond, tout à l'heure, on disait qu'on était dans une société évolutive, dans un monde en pleine évolution. De mettre la tête dans le sable, jouer à l'autruche, je crois que ce serait un peu comme ce que l'Église catholique faisait avec mettre des livres à l'index. Alors, mettons les médias sociaux à l'index, faisons comme s'ils n'existaient pas. Et lorsqu'on... En tout cas, moi, personnellement, quand quelque chose est interdit, j'aime ça. Oh, le coquin! Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, Madame Boilard. Je pense qu'il y a peut-être un juste milieu à faire entre les deux. Je pense pas justement, effectivement, qu'on doit mettre un X parce qu'il faut avancer comme société. Il faut montrer à nos enfants comment bien l'utiliser. Par contre, je suis pas convaincue que ça peut avoir une valeur pédagogique en classe. Donc, je pense que oui, il faut les éduquer par rapport à comment l'utiliser, avoir une certaine éthique par rapport à Facebook et autres. Mais de l'utiliser, il y a tellement de niaiseries sur Facebook que c'est mon point de vue. Oh, je sens que ça chauffe déjà, hein? Et ce n'est pas à cause des spots. Moi, en fait, je me fie plus à une de mes collègues qui, dans les dernières années, avait créé un groupe privé pour pouvoir faire la préparation aux examens, rattaché au Facebook. Et puis, ça avait été un succès. Moi, je ne l'ai jamais vécu personnellement, là, mais à ce sens-là, je pense qu'il peut y avoir une petite ouverture là, qui serait intéressante à offrir à nos élèves, en groupe fermé, privé, pour échanger puis s'entraider entre eux. Excellent, très bien. Oh, le café vient de prendre le bar. On garde le sourire? Oui. Ah oui, d'accord. Est-ce que nos élèves ont quelque chose à dire là-dessus? Raphaël, c'est donc un chou pitou. Moi, j'utilise pas Facebook, mais j'utilise Twitter. Puis personnellement, je trouve que c'est une application vraiment intéressante puis surtout très motivante. Comme par exemple, l'année passée, ma classe et moi, on a fait un projet qui s'appelait Anime Histoire. On devait faire une histoire avec 2 autres classes. Nous, on l'a fait avec 2 classes de France. La première classe de France a créé le début de l'histoire. C'était à propos d'un martien qui s'appelait Bob. Puis nous, on devait continuer l'histoire. Puis au lieu de le faire en groupe, notre enseignante, pour nous faire pratiquer notre écriture, elle nous a dit, faisez chacun un texte avec le plus de mots variés. Moi, je vais choisir celui qui va avoir le plus de phrases puis qui va être le meilleur. Fait que là, nous, on avait l'impression de participer à un concours et non de travailler parce qu'on voulait avoir notre place dans l'histoire. Fait que là, on travaillait fort, puis à la fin, mon texte a été choisi. Il a été mis à la suite de l'histoire. Moi, je dis de pas bloquer Twitter. Finalement, tu peux faire du français à travers ça. Tu t'es même pas rendu compte que tu faisais du français, d'écriture. Super. Maude. Moi, je pense que comme M. Smith il a dit, de toute manière, on peut contourner tout ce qui est bloqué à l'école. Mais je pense aussi que c'est une bonne chose que les professeurs fassent une page Facebook pour qu'on puisse communiquer même la fin de semaine avec nos devoirs. Puis comme Raphaël l'a dit, sur Twitter, on travaille, nous, avec ça en 5e secondaire, en français. Puis ça nous aide vraiment. Excellent, excellent, excellent. D'autres opinions? Je regarde le temps. Ça va? En passant, vous ne trouvez pas, par exemple, qu'en classe, pendant qu'on est en classe, là, les réseaux sociaux, mettons qu'on les ouvre, c'est pas une distraction pour les élèves, ça? Bien, pour certains, oui, parce que
que des cours, des fois, c'est ennuyant. Donc, Pas à notre commission scolaire. donc, il y en a qui commencent à jouer à des jeux, mais moi, je pense que c'est la responsabilité des élèves, quand ils ont les réseaux sociaux devant eux, de les gérer de la bonne façon. Moi, un petit peu comme ce que l'élève dit, je suis entièrement d'accord. Je pense que les distractions, il y en a partout. Tout peut être une source de distraction. On n'aura pas les mêmes distractions dépendamment de qui nous sommes. Et je rejoins M. Smith par rapport à ça. Notre rôle, c'est justement faire de l'éducation. Je pense que moi, mes enfants sont plus jeunes. OK? Alors, je pense qu'il y a une différence à faire un gradient, justement, entre un enfant du primaire et un enfant du secondaire. Je pense qu'en secondaire 5, effectivement, tu es en mesure de juger de ce qui est une distraction ou pas. Je suis pas convaincue qu'en 4e, 5e année, pas toujours. Mais encore là, les plateformes qu'on utilise au primaire ne seront pas justement Facebook. On peut utiliser des trucs comme Edmodo, des trucs comme Classroom, dans lesquels justement l'environnement est plus contrôlé. Et là, ça va être encore là notre rôle de leur montrer comment s'en servir pour plus tard, rendu au secondaire, se servir de... Ce que je suis moins d'accord, c'est justement les plateformes Facebook ou autres de ce genre en classe. Je ne dis pas de ne pas faire de technologie au primaire. Je pense que mon plus vieux est en secondaire 2, il m'en montre déjà, puis regarde, c'est un peu ridicule. Mais je pense qu'il faut, oui, évoluer là-dedans, mais il faut faire la nuance entre les deux. Là. Ce que je crois, c'est en utilisant les plateformes un peu plus fermées au primaire, vont justement développer des bonnes idées, des bons réflexes pour justement bien l'utiliser plus tard. Parce qu'on ne se cachera pas, c'est relativement nouveau. Ceux qui ne savent pas les utiliser ne l'ont pas appris non plus. Donc c'est à nous, comme pédagogues, de leur montrer comment s'en servir dans un milieu restreint pour s'en servir dans la jungle. Et voilà. Ça fait partie de l'éducation qu'elle dit. Un point de vue directeur, peut-être. Je dis ça comme ça. Bon, vous n'êtes pas directeur, vous? Ouais, ah, oui, David est directeur. Je voulais pas les piéger, donc je suis pas pour les piéger maintenant, c'est pas gentil. Alors, et moi, je serais juste un peu curieuse de savoir, toi, t'aimerais-tu ça que tes profs soient tes amis sur Facebook? De même, là? Je pense pas que ça a un lien entre l'école et à la maison d'être son ami Facebook. Ça ne dérangera pas. Bon, c'est ça, pas de différence. On passera à un autre. Oui, ça va? Oui. OK. Publication de photos. Moi, ça m'inquiète. Moi j'ai beaucoup d'enfants. Et je suis toujours inquiète de savoir qu'on pourrait retrouver des photos de mes enfants que j'adore. Et sur Facebook ou autre. Et je me suis demandé si les photos, ça serait pas un problème, parce que c'est beau le texte, hein, Twitter, on fait du texte, on fait des choses comme ça, mais il y a aussi des photos, hein, des fois même des vidéos. On a vu même des députés ou des gens qui se présentaient en politique qui ont eu des drôles d'histoires sur des photos, des vidéos sur Facebook. Alors, pour vous, en classe, les photos qui pourraient être diffusées comme ça, comment vous traitez ça? Du point de vue du directeur, du point de vue du gestionnaire, en fait, oui, c'est vrai que c'est une nouvelle réalité à laquelle on doit s'adapter. Les profs ont des sites de classe, il y a les Facebook écoles, il y a les Facebook commissions scolaires. Mais en début d'année, avec l'inscription, il y a toujours une case à cocher au niveau de l'autorisation à publier pour les enfants. On respecte ça dans les écoles également. Puis, on fait attention sur notre Facebook école, nous, de notre côté, pour ne pas prendre des photos plein visage. On s'est ajusté avec le temps parce qu'on sait qu'il y a des lois également qui existent. Je pense qu'on est en découverte et en ajustement en équipe avec tout ça. Je comprends pas le langage des signes. On peut passer à une deuxième question? Où il reste du temps? Est-ce qu'on pourrait aller voir le vote? Donc oui, je m'en fais.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que les invités, nos invités qui ont quand même manifesté ont donné leur opinion, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter après avoir entendu le panel? Dites quelque chose, s'il vous plaît. Allô? Allô? Oui, moi j'ai une question aux élèves. Quand vous avez un projet à faire à l'école qui demande d'intégrer le numérique, est-ce que vous êtes sensible à ce qu'on demande d'écrire votre nom? Ou vous préféreriez avoir, je sais pas, un avatar, un pseudonyme ou quelque chose de cet ordre-là? Y en a-t-il un qui a le temps de répondre à cette question-là? Ben moi, je pense qu'on devrait écrire notre nom parce qu'on est quand même responsable de qu'est-ce qu'on fait. Puis je pense que nos professeurs sont là pour nous aider, puis ils nous proposent des sites pour qu'on fasse nos projets. Fait que je pense qu'on devrait écrire nos noms. OK. Alors, on va passer au vote après avoir entendu les commentaires et les opinions des uns et des autres. Alors, je tiens à vous souligner que avant le débat, vous aviez voté à majorité, à 62% contre, non. Donc, réseaux sociaux, est-ce que vous les utilisez en classe dans le cadre de votre enseignement? Vous avez voté non à 62%. Maintenant, à la lumière du débat, encore une fois, on vous demanderait de voter. Vous êtes déjà 19, 21, ça va vite, à voter présentement sur la question à la lumière du débat. Souhaiteriez-vous utiliser les réseaux sociaux dans le cadre de votre enseignement? Oh! Oh, on inverse. Alors, il faut bien comprendre que c'est le code 1. Si jamais vous n'avez pas encore voté, n'oubliez pas que le code a changé. On est à 46, 58, 67. Pour ceux qui voudraient voter, n'oubliez pas, le code n'est plus le même. 46, 58, 67. Nous sommes rendus à 198 personnes. Continuez de voter, s'il vous plaît, ça va bien. Donc, je vous rappelle, sur menti.com, 46, 58, 77. OK, super, on continue. Alors, à 249 personnes, on voit, continuez de voter si vous voulez, il n'y a pas de problème, et on va enchaîner. Donc, étrangement, je ne sais pas si c'est étrange, mais on a complètement inversé la tendance. On est à 64% oui, alors qu'avant le débat, on était à 62% contre. Alors, c'est tout à fait l'inverse. Et, écoutez, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant, mais c'est un enjeu qu'on aura tous et toutes à faire face dans les prochaines années. Alors, commentaires peut-être sur les résultats, le résultat des résultats. Oui, sur les résultats, Marc-André? Oui. Bien, en fait, je vois que les gens, il y a un intérêt pour aller dans les réseaux sociaux, mais c'est sûr qu'il y a des craintes par rapport à ça. Et quand on veut faire un changement, bien,
tout changement amène son lot de questions. Et ça pèse dans l'équation à savoir est-ce que j'ai du plaisir à changer. Si j'ai pas de plaisir, je réponds à quel besoin pour changer. Et à ce moment-là, est-ce que je vis des irritants au quotidien? Est-ce que ces irritants-là vont être ma source de changement? Et quand on veut, dans une équipe ou avec une classe, on pense souvent à c'est lequel qui embarquera pas. C'est lequel qui ne fera pas le projet dans l'intention pédagogique que j'ai d'amener ce changement-là en classe. Fait que je peux comprendre qu'il y a des craintes. Mais il faut, à mon avis, véhiculer le message qu'on veut faire changer des choses et qu'on ne va pas s'arrêter à ceux qui ne le font pas, mais on va plus focuser sur comment ceux qui l'ont fait ont progressé et ont eu du plaisir. C'est vrai aussi dans la gestion des équipes, d'intégrer les technologies. Quand tu es directeur d'école et que tu mets un agenda partagé avec tes équipes, bien, au début, tu es un peu en perte d'équilibre. Ce n'est pas la façon de faire traditionnelle. Excellent! Monsieur Paré. Et on voit que, comme il y a environ un tiers des gens qui ont changé durant la présentation, et donc, il y a un tiers des gens qui ont changé. Ce qui est important aussi, c'est d'en parler, puis de se re-questionner souvent sur la question. On l'a dit ce matin dans les premières présentations, dans 5 ans, Facebook, ça peut être bien plus bon, Snapchat, ça peut être bien passé date, mais il va sortir d'autres technologies. Et il faut prendre le temps d'en discuter, d'y réfléchir, puis de le tester une fois de temps en temps avant de prendre notre décision, pour voir vraiment les deux côtés de la médaille avant de prendre la décision. Super. Très intéressant, n'est-ce pas? Vous êtes content d'être là, hein? Alors, nous sommes rendus à notre deuxième question. Alors, la question va s'afficher sur l'écran. De ce côté-ci, vous voyez, les pratiques pédagogiques actuelles permettent-elles de développer les compétences de demain? Alors, comme vous l'avez vu plus tôt lors du Ignite, on a fait référence aux 10 compétences de Carcenti, donc je pense que je vais seulement faire le petit rappel, je ne vais pas vous les redire. Donc, vous savez que les compétences de demain, ce sont des compétences qu'on devrait un petit peu se soucier. Alors, donc, on va vous poser la question et vous retournez sur menti.com, toujours, et avec un nouveau code cette fois-ci, avant le débat. 62 57 98, si vous ne le voyez pas bien à l'écran. Vous savez qu'il y a des élèves, hein, je vais le dire ça au début, j'ai complètement oublié. Si jamais vous avez des problèmes techniques ou des pépins, il y a des gens dans la salle. J'ai complètement oublié de le dire tantôt. Alors, si vous avez besoin d'aide, il y a des élèves pour vous. Alors, 62 57 98. Pour voter à la question, les pratiques pédagogiques actuelles, est-ce qu'elles permettent de développer les compétences de demain? On vote. Allez-y, on a 3 personnes. Un petit lag, jet lag. Alors, on va continuer quand même. On va vous laisser voter. Continuez à voter. Il n'y a pas de problème. On va tout simplement commencer quand même le débat avec nos 2 invités. Alors, cette fois-ci, on va commencer avec M. Smith. 5 minutes. Merci, Caroline. Donc, en fait, moi, je ne pense pas que les pratiques pédagogiques actuelles vont préparer adéquatement les élèves de demain. Donc, il y a plusieurs choses là-dedans. C'est qu'on n'a pas... c'est compliqué de travailler le sentiment d'efficacité personnelle puis la zone proximale de développement au niveau professionnel. Je réfléchis souvent à qu'est-ce que c'était que l'éducation dans l'Antiquité. Qu'est-ce que c'était l'éducation au Moyen-Âge, puis comment c'est l'éducation... depuis l'ère de l'industrialisation jusqu'à aujourd'hui, puis je pense pas qu'on va y arriver. Je pense plutôt qu'on va vivre avec des nouvelles maladies qui vont émaner de ces nouvelles technologies-là, que ce soit au niveau de la santé mentale, des maladies d'ordre professionnel ou même au niveau psychosocial. Je pense que c'est difficile de se retrouver dans les différents effets pédagogiques selon les données probantes. Comment moi je peux mettre en place un effet Pygmalion en déployant les technologies.
il y a trop de petits pas à faire en termes d'éducation pour espérer s'arrimer au niveau des compétences attendues au 21e siècle. Il y a aucun autre métier que celui d'enseignant où on est exposé à autant de conditionnements, souvent traditionnels. En 98, Martineau, dans son étude, l'avait répertorié et on est exposé de la maternelle à secondaire 5, tout le monde, à de l'enseignement, souvent dans une posture plus frontale, où est-ce qu'on nous enseigne des contenus disciplinaires. Il n'y a pas un plombier sur la terre qui va commencer sa première journée de travail en ayant eu autant de modélisation. Donc, pour ça, moi, je crois qu'on ne prépare pas bien ceux qui sont en formation initiale à l'université aussi pour devenir enseignants. Au niveau de la créativité, on dit à l'école c'est un moteur de création, de créativité, on enlève souvent les options d'art à l'école. Et puis, c'est ça, pour moi, c'est un autre indice qui m'amène à penser qu'on ne prépare pas bien l'élève aux compétences du 21e siècle. Au niveau de l'évaluation, on est dans un courant depuis le printemps où est-ce qu'on ne sait pas comment se placer versus cet élément-là qui a toujours été présent. Comment j'évalue les enseignants, les directions, on ne sait pas quelle posture prendre. Même au printemps, il y a eu tout un revirement de situation avec un certain examen d'histoire en 4e secondaire. Donc, l'évaluation de compétences versus l'évaluation de connaissances, pour moi, c'est des questions que j'ai pas beaucoup d'éléments de réponse. Les devoirs, les leçons, c'est supposé permettre d'aider l'élève qui apprend moins vite, ça va lui donner plus de rythme chez lui, et on va gagner du temps sur le temps de classe. Mais dans les pratiques que je vois innovantes, c'est qu'on inverse ça. Là, on n'est pas sûr de dégager tant de données probantes par rapport à, par exemple, l'enseignement inversé, on n'est pas sûr des effets. Donc, est-ce que c'est bon de ne pas avoir d'exercice en classe? L'autre chose que je me pose comme question pour avoir travaillé dans des régions plus éloignées au Québec, est-ce que Internet est dans toutes les maisons? C'est pas le cas. Au niveau technologique, souvent on voit les cahiers mis en PDF et les élèves refont exactement la même tâche. Donc on est en substitution de ce qui s'est fait dans les années 90 et des années 2000, début 2000. Donc, moi, je pense que pour développer, pour devenir bon, ça prend de l'exercitation. C'est difficile pour moi de vous dire ça en passant. Donc, exemple, un lancer franc au basket, il faut que tu en lances des ballons avant d'être bon pour réussir ton lancer franc. Et le modèle actuel versus le modèle futur, il faut être vigilant. Hein? Regardez, en Australie, on a des fois trop de distance entre les écoles. Donc, les élèves ont des cours virtuels, donc ils restent chez eux, mais ils sont à l'école de façon virtuelle. À New York, il y a le School of One avec des algorithmes ultra puissants, mais qui peut se payer ces algorithmes-là extrêmement précis, qui accompagnent l'élève à chaque jour dans ce qu'il devrait faire ou comment le faire? C'est des gens bien nantis. Donc, est-ce qu'on est prêt à ça, nous, au Québec, d'intégrer une matrice comme celle-là et des initiatives comme Khan Academy qui sont extraordinaires? On remplit des auditoriums avec 350 élèves dans certaines parties du globe où on dit, bien, instruisez-vous par vous-même. Et mon temps est terminé. Fantastique. Merci. Monsieur Paré, maintenant. Donc, est-ce que les pratiques pédagogiques actuelles permettent de développer les compétences de demain? Moi, je n'aime pas la question en partant. Les pratiques pédagogiques actuelles, est-ce qu'on les fait vraiment en classe ou on est encore dans les pratiques pédagogiques d'il y a longtemps? Si on regarde les pratiques pédagogiques actuelles, oui, je pense qu'on est capable de développer des compétences qui vont être super importantes pour notre communauté. Puis pas les compétences de demain. Les compétences de demain, je ne sais même pas c'est quoi. Les compétences qu'aujourd'hui sont recherchées. Et oui, on est capable de faire ça. On l'a vu dans la conférence d'entrée, c'est hyper difficile parce qu'on a une structure administrative qui ne nous le permet pas tout le temps. Mais si on prend ça à cœur, on est quand même capable de le faire. Personnellement, moi, j'utilise beaucoup la pédagogie du design.
C'est-à-dire que c'est pas moi qui décide des projets que je fais avec mes élèves. Il faut que je les fasse décider par les élèves. On parlait d'évaluation, c'est même pas moi qui parle d'évaluation avec les élèves. On discute ensemble de qu'est-ce qu'on veut faire, qu'on veut évaluer, comment on veut l'évaluer. Puis oui, je réussis à faire ça malgré la structure administrative qui est autour. Les compétences du 21e siècle, on les avait, on les a encore, c'est-à-dire dans les programmes d'études. On appelle ça les compétences transversales. On a choisi de les faire disparaître, mais si on veut vraiment les développer, on peut les développer facilement avec nos élèves. Il faut juste changer notre chapeau, puis regarder d'autres choses que répéter, refaire des choses qui, aujourd'hui, ont plus ou moins d'utilité. Je suis enseignant de maths et je suis anti-isoler la variable. Pourquoi? J'ai photomath dans mon iPad, mettez l'équation aussi compliquée que vous voulez, je pèse sur un bouton et elle est résolue par l'ordinateur. Donc, ça ne serait pas d'apprendre à isoler une variable. C'est pas ça qu'on a besoin aujourd'hui et demain chez les gens. Au cégep, on enseigne les intégrales, les dérivés. Il n'y a pas personne qui utilise ça dans la vraie vie. Ils s'en vont sur un ordinateur, ils pèsent sur un bouton et l'ordinateur calcule la dérivée. Quelqu'un qui calcule vraiment une dérivée aujourd'hui, même un de mes amis qui est en comptabilité, qui fait beaucoup de calculs avec ça, ils disent on n'en fait plus. Il a fallu le faire passer l'examen de l'ordre. Il a fallu le faire quand j'étais à l'université. Mais aujourd'hui, il y a un bouton qui fait ça à ma place. Donc, c'est quoi qu'on veut développer chez nos élèves? Bien, on veut développer leur créativité, on veut développer leur implication, leur leadership, leur collaboration. C'est toutes des choses qu'on peut faire dans la classe et qu'on doit faire dans la classe. Non, c'est pas facile. La première fois que j'ai dit à mes élèves, ben là, faut qu'on voit le système circulatoire. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas évident. Il faut se recentrer sur c'est quoi nos objectifs. Il faut que les élèves nous disent les leurs, puis qu'on construit ensemble. On est passé d'un modèle, je crois, où est-ce que l'enseignant était la personne en avant, le détenteur du savoir. Présentement, on entend parler de non, l'enseignant est un guide. Et l'enseignant, je pense que c'est même plus un guide maintenant. L'enseignant, c'est un metteur en scène. Les acteurs, c'est les élèves. Puis si j'ai une bonne pièce de théâtre, est-ce que c'est le metteur en scène qui décide quelle face va faire l'acteur? Non. Il peut lui recommander des choses. Il peut l'intéresser à aller faire une recherche sur quelque chose. Il peut lui donner l'occasion de le pratiquer. Et si j'ai un bon acteur, c'est lui qui décide ce qu'il fait quand il va arriver sur la scène en avant. Est-ce qu'il peut faire une modification du texte, l'acteur? Oui, il peut le faire. S'il a trouvé une meilleure façon de faire passer le message, il se doit de le faire pour être vraiment plus orienté sur ce que le public demande, sur ce que le public va aimer. Il faut qu'il participe. Puis cette image-là du metteur en scène, c'est vraiment vers ça qu'il faut qu'on se développe, il faut qu'on amène nos élèves. Ils vont être intéressés, ils vont prendre part à ce qu'on fait, et on est quand même capable de voir les concepts qu'on a à voir avec eux autres. On est quand même capable de le faire connaître des choses, développer des connaissances, mais de la façon qu'eux autres, ils ont besoin de le faire. Dans ma pièce de théâtre, j'ai un rôle principal en avant, qui est mon bon élève, qui de toute façon, lui, ça va bien en classe. Je n'ai pas besoin d'enseigner. Mais lui qui fait le rôle de soutien en arrière, il faut que je l'aide, il n'est pas au même endroit. Je ne peux pas lui demander de prendre la place du premier. Je ne peux pas faire un examen pour tout le monde en même temps. Mais je peux l'aider à se développer. Donc, les compétences du 21e siècle, les compétences d'aujourd'hui, on peut les développer chez nos élèves. Il faut juste s'en donner la peine, puis faire des efforts, puis accepter d'être, comme on a vu dans la diapositive tantôt, la boîte, on n'est pas dedans, puis on est à l'extérieur de la boîte, puis après ça, regardez, ben, qu'est-ce que je peux faire dans la boîte pour le faire. Merci. Merci infiniment. Quelle passion. Quel enthousiasme. Oh, écoutez, on va regarder nos votes. En passant, on m'a signalé que si jamais vous allez sur CSDN public, ça serait peut-être un petit peu plus facile pour voter. Ça va? Alors, si on regarde ça, les pratiques pédagogiques actuelles permettent-elles de développer? Et mon Dieu, 206 personnes qui disent non. Eh bien, et 21% oui. Et
C'est ça. Alors, on va continuer notre débat. Continuez à voter et à la suite, on va aller voir ce que le panel a à nous dire par rapport à cette question-là et on va revenir pour le vote. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait intervenir, qui aurait quelque chose à nous dire à ce sujet? Très intéressant. Monsieur Pelletier. J'ai pas la réponse à la question, mais je suis en réflexion par rapport à les pratiques pédagogiques d'aujourd'hui. Est-ce que ça répond aux besoins de demain? En fait, moi, je pense, comme qui a été dit ce matin, c'était dans le positif. Notre système, on a un très bon système. Faut faire ressortir ça. Il y a des belles choses qui se font présentement dans nos écoles. D'un autre côté, ça prend quand même une ouverture des personnes qui sont en avant-plan au niveau des pratiques pédagogiques. Et ce sont vous, les enseignantes et les enseignants, dans la salle, qui allaient innover. Ça prend une ouverture pour innover. Ça prend des journées comme aujourd'hui. Quand on parlait de sortir de la boîte, ben là, on est dans notre boîte, on est dans notre organisation. Puis je pense que des journées comme aujourd'hui, ça devrait se répéter. Voilà. Alors, on va ramasser l'argent pour, si jamais, on va passer un chapeau tantôt. Moi, j'aime bien l'idée de refaire l'expérience, mais j'aimerais avoir un bonus salarial. Alors, on va passer le chapeau tantôt. Non, c'était une blague. Alors, quelqu'un d'autre qui aurait une idée sur les pratiques pédagogiques actuelles? Oui, Chantal Maheu de l'École L'Horizon. Mais en fait, moi, ce que je pense, c'est d'être le plus transparent possible avec nos élèves. Donc, de le vivre, nous, notre actualisation dans les pratiques pédagogiques devant eux. Alors, quand j'ai une recherche à faire, je leur modélise ou je leur montre dans ma tête comment est-ce que ça se passe. Quand j'ai un travail de construction rattaché à une recherche particulière. Donc, autrement dit, le vivre devant eux pour qu'on leur offre un modèle de comment nous, on évolue pour qu'eux puissent aussi faire leur évolution en ayant une certaine tendance de façon de faire. Très bien. Quelqu'un d'autre voudrait s'exprimer sur la question? Donner son idée? Oui, Maude Levasseur. Ben moi, je pense que ça devrait être encore plus poussé, que les enseignants aient plus d'aide pour nous expliquer à nous, parce qu'il faut que quelqu'un leur enseigne pour qu'ils l'enseignent à nous. Je pense que s'ils veulent le bien faire, puis que nous, par la suite, on veut l'enseigner à d'autres personnes, ben, ils doivent être aidés, comme aujourd'hui. Bon, j'ai une question pour toi. En fait, les pratiques pédagogiques actuelles, là, pour développer les compétences de demain, est-ce que tu te sens prête à rentrer dans le monde, justement, des adultes prochainement? Parce que tu es en secondaire 5, tu vas aller au cégep. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir été bien accompagné dans le développement de tes compétences avec l'école que tu as connue? Mais moi, je pense que oui, puisque je suis en déclic depuis secondaire 1. On en a eu des professeurs, ils nous en ont montré des choses. Fait que moi, je pense qu'on est vraiment prêts à rentrer au cégep. Alors ici, on a un témoignage pour les enseignants qui ont enseigné à Maude. Quelqu'un d'autre qui voudrait s'exprimer sur le sujet? Sinon, moi, je vous relance un petit peu. Oui, Guillaume, allez. Monsieur Paré. J'ai juste ajouté sur ce que M. le directeur en arrière a dit. Ce que j'ai dit tantôt, que moi, je suis capable de vivre des affaires de même, ben, ça prend, oui, quelqu'un qui veut, quelqu'un qui fait de la recherche, quelqu'un qui va fouiller, mais ça prend du monde pour le baquer en arrière aussi. Et moi, chez nous, ben, j'ai cette possibilité-là. Mon directeur, je peux dire n'importe quelle connerie, puis il va me suivre en autant que ça ait été réfléchi, pensé. Puis quand on a cette possibilité-là, ben, c'est un mur de la boîte qui vient de tomber, mais on est capable de voir plus loin. Fait que c'est important d'avoir des personnes comme vous qui vont dire, ben, oui, je te permets de tester ça, là. La première fois que j'ai fait, comme j'ai dit, mon premier projet, j'ai dit vraiment, qu'est-ce qu'on fait, le système circulatoire? Finalement, on est allé dans 22 écoles primaires pour aller parler du système circulatoire aux enfants du primaire. Là, les enfants ne sont pas à l'école, ne sont pas supervisés. T'es sûr que tu peux faire ça? C'est dangereux. Qu'est-ce qu'ils vont enseigner? On l'a fait pareil, puis ça a été super bien parce qu'on a pris le temps de réfléchir à ces questions-là en aval de les envoyer justement, en amont, excusez, d'envoyer ces élèves-là dans les écoles. Donc ça se fait, mais ça nous prend un bon support de... Ça commence vraiment à l'école, même si au ministère, on l'a peut-être pas, ce support-là, mais si dans notre école, on est capable de l'avoir, on peut faire beaucoup. Super! Madame Maheu.
Ce à quoi je pensais, c'était que nous, les enseignants, quand on a des repères ou des idées, ou à quelque part, on a un flash, là, une énergie qui vient nous chercher avec un projet pédagogique, il faut tout simplement le partager. Ça va tout simplement faire un bout de chemin chez un autre prof qui va l'amener plus loin, le projet, qui va emmener nos élèves plus loin aussi. Les pratiques pédagogiques, des fois, l'idée y est, mais être capable de la faire évoluer par le partage, par le réseau de contacts, ça, c'est exceptionnel. Ça vaut vraiment la peine. Ah, je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord avec ça. Je m'excuse. Je m'initie dans le débat, mais effectivement, je pense qu'on est plus fort ensemble. Mais je vais vous poser quand même des petites questions particulières. Les devoirs et leçons, dans un contexte de pratique pédagogique, toujours en lien avec les compétences de demain, est-ce que leur format actuel est à revoir? Mais moi, je pense que les élèves sont tannés, mettons, d'arriver dans un cours et de dire faites la page 11. Ça, on n'est plus capable. Là. Fait que, moi, je pense que ça devrait tout être informatisé avec la technologie. Des blogs ou plein de choses comme ça, que les enseignants qui rentrent en communication avec nous, qu'on fasse nos devoirs sur le web. OK. Quelqu'un d'autre? Les élèves ou un enseignant ou un directeur? Faut juste les revoir, les devoirs et les leçons, mais quand on fait vraiment une pédagogie où est-ce qu'on est en partenariat avec nos élèves, c'est eux autres qui demandent, tout simplement. Cette semaine, mes élèves m'ont demandé un cours magistral en classe. Ça fait 3 périodes qu'ils travaillent sur le théorème de Pythagore, puis là, il y a 4-5 exercices plus difficiles dans les 2000 exercices que je leur ai donnés environ, puis qui n'ont pas été vérifiés, qui n'ont peut-être pas fait, mais qui étaient disponibles s'ils voulaient. Et puis là, ils ont dit, ben là, on a besoin que tu viennes nous aider, puis que tu... Donc, que tu viennes nous aider. Tu viens nous aider, puis que tu nous donnes un cours un peu plus structuré, parce que ce qu'on a fait à date, ben, on n'est pas certain de ce qu'on a fait. Pourtant, ils ont écrit leurs propres notes de cours. J'ai regardé ces notes de cours-là, mais ça vient d'eux autres. C'est eux autres qui vont les demander, les devoirs, si on les intéresse dans le projet. Puis moi, je sais que j'intéresse beaucoup les élèves. Je leur demande de me poser des questions le soir à la maison via courriel, mais ils réussissent à travailler tout ce temps-là de plus sans même que je leur demande. C'est même rendu un problème parce qu'il y a des parents qui me disent qu'ils sont tannés que les enfants travaillent à la maison. Tandis que j'ai des parents, avant ça, j'avais des parents qui disaient « C'est normal qu'en maths, il n'y ait pas de devoir. » Fait que c'est juste de changer ce paradigme-là pour intéresser les jeunes. Puis quand ils vont vouloir en apprendre plus, on n'a pas besoin de les en demander, ils vont le faire par eux-mêmes. Les élèves, les devoirs, vous autres, qu'est-ce que vous en dites? Oh, yes! Ben, moi, à mon avis, je comprends pas le principe de travailler pendant tout un cours dans la classe à travailler sur un thème, puis quand tu arrives à la maison, puis la personne te dit « refais 100 fois le même numéro », qui va répéter le même exercice, alors que c'est ce que tu viens de faire pendant 1 heure en classe. Ça, j'ai compris ça. Je pense que je te l'expliquerai pas. Alors, devoir, Raphaël, non? Oui, Sébastien. Bourgault, Monsieur Bourgault, excusez-moi, viens bas. Je pense qu'il faut toujours se questionner pour qui on fait les devoirs, pourquoi on fait les devoirs, ce à quoi on croit. Le but, je pense pas, c'est d'arriver à une façon unique de faire les choses, mais on ne se cachera pas qu'avec la vie folle que l'on mène, que tout le monde travaille, que les enfants quittent l'école à 6 heures du service de garde, ont-ils encore l'énergie, le goût? Peut-être leur pilule ne fait plus effet le soir. Donc, les parents, c'est source de conflit, c'est source de... On veut les intéresser au monde scolaire, on ne veut pas les écœurer. Donc, pour moi, c'est leur laisser libre cours à des projets comme Guillaume disait. Et moi, j'ai une élève qui, justement, avec ce temps qu'elle a à la maison, parce qu'elle n'a pas de devoir obligatoire, elle s'est créée un blog sur les lapins nains. Ben, elle n'aurait pas pu le faire si elle avait fait 100 fois le problème de notre élève ici. Et est-ce qu'on pourrait avoir l'avis peut-être les devoirs chez vous?
Mais n'oubliez pas, ici, la question, c'est pas oui ou non les devoirs, mais bien les devoirs dans un contexte technologique. Hein? Est-ce qu'on peut revoir un peu le format ou la manière de faire? Bien, dans mon cas, j'en ai un qui a des devoirs justement technologiques et deux qui ont des devoirs vraiment manuscrits. Je vous dirais que c'est sûr que l'âge fait la différence aussi, là, mais au niveau des devoirs technologiques, j'ai pas besoin de pousser pour qu'ils aillent les faire. J'ai pas besoin de. Je fais juste dire est-ce que tu as fait tes devoirs? Et c'est oui. Alors, tandis que les deux plus jeunes avec qui il faut que je m'assoie pour vraiment demander les mots, vérifier les exercices, etc., c'est vraiment dans des livres. En tant que parent qui travaille, effectivement, c'est pénible, c'est dur d'avoir l'attention après le souper pour que les enfants fassent. Mais ça, c'est la réalité de tout le monde. Là. Je pense que tous les parents sont là-dedans. J'ai l'opportunité que mes enfants ne partent pas de l'école à 6 heures. Donc, c'est sûr qu'ils sont peut-être un petit peu plus en forme que la moyenne des autres enfants. Là. Mais c'est sûr qu'en tant que parent, c'est plus difficile d'avoir des devoirs. Par contre, je ferais une ligne, je suis toujours un peu ambiguë, moi. Je ferais une ligne entre ne plus en avoir ou en avoir. Donc, je pense qu'il y a une façon, justement, de les rendre plus intéressants, que les enfants soient plus portés à aller les faire par eux autres mêmes, qu'ils soient plus intéressés, comme vous avez dit. Donc, je ne sais pas s'ils peuvent décider, ou en tout cas, mais il y a peut-être quelque chose à avoir avec ça, effectivement. Il faut être de notre temps. Hein? Les parents, il n'y en a plus de maman, ou presque plus de maman à la maison, qui attend que les enfants vont dîner, etc., etc. Super, c'est très intéressant. Je vais quitter le sujet des devoirs. Je vais aller du côté des cahiers d'exercice dans un contexte technologique. Alors, la question est, dans un contexte technologique, est-ce qu'on pourrait regarder une des façons de faire qu'on fait beaucoup, c'est l'utilisation des cahiers d'exercice ou des cahiers d'apprentissage qu'on appelle. Alors, M. Bourgault? Moi, j'ai adoré ce que Guillaume disait tout à l'heure lorsqu'il parlait de partir des besoins des élèves, créer les projets avec eux. Rares sont les élèves qui vont dire « Moi, je voudrais faire la page 15 de Tam Tam, m'excite royalement. » Donc, je pense que lorsqu'on achète un cahier d'exercice, on ne se cachera pas aussi qu'on se sent redevant aux parents. On veut que l'investissement, si investissement c'est, on veut que le 15 $ soit utilisé. On se met encore plus de... Quand on disait sortir de la boîte, là, notre boîte grossit, on est restreint dans notre autonomie, dans nos projets, tout ça. Donc déjà qu'on en a d'imposés, qu'on ne peut pas vraiment se soustraire, celle-là, on a encore le droit en tant qu'enseignant de choisir de ne pas avoir de cahier d'exercice. Alors moi, je pense que c'est peut-être le petit moment que ça nous donne pour souffler, puis faire nos projets, puis faire vraiment les compétences de demain. Moi, je pense que les élèves rendus, quand il faut qu'ils étudient à la maison, qu'ils arrivent à la maison, ils vont être plus tentés de sortir leur iPad, leur ordinateur qu'un cahier d'activité. Donc, je pense que de travailler avec en classe et rendus à la maison, ils vont être plus portés à réviser, tandis qu'ils ne sortiront pas nécessairement leur cahier d'activité. Et les cahiers d'activité en classe? Les cahiers numériques, puisque si on les utilise en classe, bon, ils vont plus les utiliser à la maison aussi, tandis que si on utilise les cahiers papier en classe, ben, ils ne vont pas les ouvrir à la maison, ils vont les laisser dans leur sac. OK, d'accord. Nos invités ont quelque chose à dire sur les cahiers d'exercice? Les cahiers d'exercice, ça reste quand même un outil disponible. J'ai aimé ça quand je vous avais dit, si on en a besoin, bien, on peut l'utiliser, puis c'est important de l'avoir pour ça. Moi, j'ai encore mes vieux manuels carrousel dans le local de classe des élèves, puis là, ils ont besoin d'exercices de plus, puis ils disent, ben là, je suis pas sûr d'avoir compris, peux-tu me donner des nouveaux problèmes? Ben, il y en a dans la case. Hein. Prends la table des matières, regarde la loi des sinus, puis regarde, il y a plein d'exercices là-dedans. Fait que c'est une ressource qui est encore disponible, qui peut être très, très, très utile pour certains types d'élèves aussi, qui ont besoin de ça. Dans une pédagogie où est-ce qu'on va faire de la différenciation, c'est important d'en tenir compte. Mais est-ce qu'on doit le forcer à tout le monde? On a eu les bonnes réponses qui ont été données en haut. Moi, je pense un peu à l'interactivité que certains cahiers d'activité offrent. Puis pour un jeune, d'en arriver des fois d'avoir une petite capsule supplémentaire qui vient s'ajouter à son exercice. À son exercice en cliquant sur théorie ou en cliquant sur une petite animation.
ça peut offrir un plus. Puis, personnellement, en tant que maman aussi, mes enfants adorent travailler à la maison avec des petits devoirs standards, mais à d'autres genres aussi d'activités de devoirs. Amener de la variété à travers tout ça, ça fait en sorte que ça se fait pas à reculons, ça se fait avec quand même une variété particulière là, de travailler à la maison. Monsieur Philippe. Ben, à mon avis, que le cahier soit papier ou numérique, ça donne pas plus envie de le faire si c'est la même exercice. C'est pas parce que tu as un iPad entre les mains que tu vas avoir plus le goût de faire l'activité que si tu as un papier et un crayon. C'est la même exercice. Donc, je vois pas la différence. Donc, c'est pas la techno, c'est ce qu'on offre comme activité à faire. Effectivement, je pense. Super, vous êtes vraiment intéressant. Excellent. Écoutez, est-ce qu'il y aurait d'autres choses? Vous auriez peut-être voulu dire quelque chose? Vas-y, Marc-André Smith. Souvent, l'élève en difficulté, on va être tenté de lui remettre un cahier d'exercice pour... c'est correct, donc, pour essayer de dire, ben, ton palier de difficulté, tu vas en faire plus. Mais souvent, cet enfant-là n'a pas besoin de plus de cet ordre-là, il a besoin d'être différent. Puis on va mettre les enfants dans un contexte de module pour dire, ben, tu vas faire tel module parce que tu as du retard, puis là, tu vas pouvoir cheminer à ton rythme, alors qu'on va accroître le retard souvent en mettant ça en place chez un élève en difficulté. Donc, pour moi, on n'a pas besoin de plus dans cet ordre, on a besoin de différent. Très intéressant. Super. Merci beaucoup à tout le monde. On va passer maintenant à la période de vote. Je vous signale que vous allez le voir à l'écran, vous allez voir le nouveau code pour répondre à la question qu'on vous pose. Donc, les pratiques pédagogiques actuelles permettent-elles de développer les compétences de demain? Vous pouvez voter tout de suite, évidemment. 59, 25, 16. En passant, le vote avant le débat, on était à 79% des gens qui disaient non à la question. Alors maintenant, 59, 25, 16, ça bouge. Je vous rappelle, il y a des élèves bénévoles, on les remercie d'être parmi nous pour vous donner un petit coup de main, si jamais... Oh, je l'ai passé. Merci beaucoup les élèves d'être là pour donner un petit coup de pouce si jamais vous avez un pépin technique, c'est gentil. Notre élève, mon fils est là d'ailleurs. Oui, mon petit loup. Alors, on est à 170 personnes. Il y a encore beaucoup de place pour d'autres votes. Donc, on est à 68%. Donc, les pratiques pédagogiques actuelles, est-ce qu'elles permettent de développer les compétences à la lumière des commentaires et des opinions que vous avez entendues? Est-ce que vous répondez différemment maintenant? 59, j'ai vraiment l'air de faire une pub, hein? 59, 25, 16. Parfait, excellent. Alors, on est encore dans le non. Hein? Je pense qu'on est encore dans le non. On considère que nos pratiques pédagogiques actuelles ne permettent pas de développer les compétences de demain. Commentaires sur les résultats. En fait, je pense qu'il faut mettre ça en perspective. C'est sûr de trancher oui-non. C'est d'amener des idées, c'est d'amener le débat. Puis, je suis convaincu qu'il y a plus d'endroits où on prépare les jeunes à être compétents pour demain que d'endroits où on ne les prépare pas. Donc ça, à ce niveau-là, on voit plein d'initiatives, puis les enseignants s'inspirent entre eux, puis on voit de plus en plus de communautés d'apprentissage. Donc c'est ce qui est beau avec les réseaux sociaux. Puis je vois qu'il y a plein de gens qui embarquent dans cette vague de fond-là, au niveau pédagogique.
Monsieur Bourgault, pour terminer? Ils font signe que non. Ils font signe que non. D'accord, alors ça a l'air que non. OK, alors... Alors, mot de la fin, 3 secondes. J'ai de la pression, c'est mieux d'être bon. Ce que je voulais dire, dans le fond, il faut se questionner pourquoi on dit non. Je pense que chaque intervenant a son rôle, les enseignants ont notre rôle, les directions et la commission scolaire aussi a à se positionner sur cette question-là. Excellent, merci. Alors, je termine. Ça termine l'activité de pression numérique. J'aimerais remercier chaleureusement, et vous allez m'aider, nos invités, M. Guillaume Paré, M. Marc-André Smith, notre panel d'intervenants. Excellent panel. Excellent panel. Merci pour votre excellente participation et votre courage. Alors, je cède la parole maintenant à mon collègue David Cormier. Merci tout le monde. Merci tout le monde. C'était très, très, très intéressant. Ah, je ne suis pas dans la lumière. Donc, voilà, après tout ça, je pense qu'on a un petit creux tout le monde. En tout cas, moi, j'en ai un. Donc, je vais vous inviter au dîner. Ne partez pas tout de suite. J'ai quelques petites indications à vous donner. D'abord, cet après-midi, là, vous allez partir dîner, puis on se revoit juste à quoi? À 3h. Hein? 3h, 15h30. Des notes 15h30. Voilà. Donc, il va falloir, en fait, derrière votre cocarde, vous avez votre horaire d'après-midi. Je vous demande de respecter les heures et les endroits où vous devez être. Tous vos choix ont été respectés, donc ça devrait bien aller. Et il y a des affiches un peu partout là, dans l'école qui vont vous indiquer les endroits, les locaux, où se tient quoi. Il va y avoir aussi des cloches. Donc, les cloches vont sonner au début et à la fin de chacune des activités pour vous indiquer qu'il faut changer de bloc. Je vous invite aussi à profiter de l'heure du dîner pour aller visiter le salon des exposants. Toutes belles choses à découvrir là. Vos boîtes, il va y avoir des boîtes. Respectez aussi les boîtes. Il y a des boîtes végétariennes et d'autres pour les allergies. Et bon, il y a d'autres choses. Oui, dernière petite chose, au retour des 3 blocs d'activité, on va vous demander de vous remettre votre cocarde qui va vous permettre de participer à un tirage de prix de présence à la fin de la journée. Donc, je vous laisse remettre cette cocarde-là si vous voulez participer au tirage. Le dîner est bien sûr à la cafétéria. Alors, sur ce, puis dernière promis, je sais que vous avez faim. Si vous avez des problèmes techniques avec vos appareils cet après-midi, il y a des représentantes et des gars du CERTIC qui vont être au local de 212. Sur ça, mesdames et messieurs, un excellent dîner présent. Oui, j'ai madame au patron. C'est comme vous de travail. Ah oui. Parce que oui. Bon? T'as-tu faim? Ben, je prie. Sophie a fait sur le chantier. C'est bien rattrapé. Oui, faut que je peux répondre à l'élève. Pourquoi faire 200 fois la même affaire? C'est comme dans le sport, il faut que tu pratiques avant la